La survie, création du champ d'existence, le prématuré et l'homo erectus. Petite note pour le livre, les livres 8 et 9 n'ont pas pu faire l'objet d'une ultime relecture de l'auteur pour des raisons de santé, de ce fait qu'à concurrence de mots manquants ou non déchiffrés ont été rapportés dans les pages qui suivent, livre 8 et livre 9, par la séquence de symboles suivante. Il y en a deux, il y en a que deux ou trois. Ouais. Donc, grand 1, de la création du corps sujet au pouvoir de création de la subjectivité, l'en soit donation d'existence. Alors, grand A, le montage synthétique de point troisième continent de l'Atlantide. Le montage synthétique du corps sujet sera la découverte du troisième continent de l'Atlantide, des continents perdus de la pensée humaine, des non-dits de la philosophie occidentale. D'abord, l'antéprédicatif. C'est l'entre-deux de l'être et du genre, le commencement du commencement. Ensuite, la survie, comme autonomisation du genre à l'égard de l'être, de point, la constitution de la phylogénèse. On peut en venir alors à l'ontogénèse, comme plus grande différence possible entre le genre et le corps sujet, dans la nécessaire continuité établie par l'antéprédicatif et la survie. Il s'agit là des trois âges de l'hominisation, de l'évolutionnisme et du transformisme, de la création de l'existence humaine, de point, antéprédicatif, la survie, le montage synthétique. La connaissance occidentale, entre guillemets, en général, et en sa particularité anthropologique et en sa particularité de la particularité, la psychanalyse, est le non-savoir de ces trois états du genre humain. Tout croit commencer quand tout est déjà accompli. De là l'insupportable naïveté du discours freudien et l'imposture de l'Oedipe. Grand B, le corps sujet comme achèvement des filiations ontologiques. L'ancrage dans l'être. Alors, petit 1, naître de l'être, exister par le genre, survivre à soi-même. Les trois vies conférées au corps sujet. Si le grain ne meurt, entre guillemets. L'homme de l'ontogénèse est celui d'un corps réel, concret, vivant. Parce que synthèse de l'originel et du naturel. Parce que fin et commencement. Déjà, un paradoxe et sa résolution. Kant se demandait comment le jugement synthétique a priori était possible. L'ontogénèse répond par cela même qui fait son principe, sa nature, de point. La synthèse de l'homme originel et de l'homme naturel n'est autre que l'homme synthétique. La réalité immédiate, donnée, notre corps, le corps actuel, est déjà l'acte du corps qui a synthétisé a priori. L'expérience qui manque au jugement synthétique, a priori de Kant, n'est autre que ce processus synthétique qui ne peut être qu'en donnant l'existence à l'originel et au naturel. En ce sens, pour l'ontogénèse, il n'y a plus de nature. Elle ne peut être saisie en tant que telle. Cette nature est toujours sous une forme, un montage soit naturel, soit originel. Ce ferait là une première mesure de qualité de l'homme synthétique, de notre corps actuel, de son être-là. Deux points. Avec l'homme de l'ontogénèse, le corps synthétique, il en est fini à jamais de la nature pour laisser place à l'animal phénoménologique. Tous les débats du type nature-culture, réification fixiste et réduction anthropologique, eux aussi, sont exclus et doivent laisser place au rapport des éléments historiques de l'homme originel, naturel et synthétique. Ces rapports peuvent être définis comme une problématique programmatique. Premièrement, deux points, l'ontogénèse est une fin et un commencement. Elle a accompli l'ontologie temporelle. Elle affirme l'individu en son rôle de reproduction du genre et d'existence de l'être. Elle est aussi le commencement de l'ontogénèse, proprement dite, le fondement de toute une édification synthétique. Et ce qui apparaît déjà comme un phénomène à méditer, en tant que phénomène commun, de point, la finitude vivante. Ce qui achève l'un est le début de l'autre. C'est la double face du même phénomène, les deux côtés de la vie. Une relève, une relance, alors. On va bien d'une finitude à une autre, et c'est la même, ce qui serait désespérance, allégeance à l'être de Spinoza, où il ne se passe rien, où il n'y a pas de devenir. La finitude, en tant qu'entrée et sortie de l'ontogénèse, serait une donnée de référence de la phénoménologie. Elle permet bien de reconstituer l'achèvement de l'ontologie temporelle et le commencement de l'ontogénèse. C'est bien la double face de la subjectivité, le parcours de vie et de mort du sujet.
Une vie pour une mort. Mort déjà contenue dans sa vie. L'échange est d'une telle évidence qu'il rend la mort banale et prévente. Ce qui fait l'existence, c'est une finitude que l'on apprend pour en mourir. On ne meurt qu'à soi-même. Le paradoxe, c'est qu'on ne s'approprie que sa mort. Quelle ambiguïté de la finitude? Deux points. Pour vivre ou pour mourir? C'est le principe qui fait le genre. Deux points. L'échange, entre parenthèses, d'un divin sablier. La loi, entre parenthèses, du genre. L'équité, entre parenthèses, de la nature. L'étalon de toute chose. Seule la mort, est juste. L'évolutionnisme est porteur d'une telle régulation des naissances, par la sélection naturelle et l'adaptation au milieu, que l'on se demande à quelle fin ou à quelle sans fin. Que l'évolutionnisme n'ait pas de fin nous semble, anthropologiquement parlant, aussi étonnant que s'il avait une fin. La vie et la mort ne seraient-elles que l'administration du genre et de l'individu, un accomplissement machinal? Pourtant, la subjectivité n'apparaît-elle pas démiurgique, production d'existence? Il y a bien échange d'une finitude et d'une finitude du genre humain, qui n'est plus celui de la vie et de la mort, mais donation d'existence par le consentement même à la mort, non plus une vie pour une mort, mais une vie pour une vie. L'immanence, mort et résurrection. C'est le thème de toute religion et mythologie, car essence de l'humain, qui ne fait que reprendre la germination, le passage d'existence. Si le grain ne meurt. Le passage à la vie, le jeu de la vie et de la mort, veut dire cette résurrection et renaissance d'une fin qui s'accomplit dans et par un commencement en tant que continuité de l'intentionnalité de l'esprit, de l'évolutionnisme. Si rien ne se crée ni ne se perd et tout se transforme, n'est-ce pas que la vie et la mort ne sont que les moyens d'une fin? La subjectivité alors serait dépositaire de la volonté divine? C'est elle qui serait le moyen, instinct divin, phénoménologie de l'esprit, visitation de l'Esprit Saint, d'interpréter le jeu de la vie et de la mort comme renaissance de ce qu'elle a pu reconnaître d'éternel. Car c'est là le secret de la création, du procès de production, de Prométhée, de la subjectivité de la praxis. Deux points. Le jeu dialectique du naître et du connaître, selon la théorie de la réminiscence, la loi de l'engendrement réciproque du renaître et du reconnaître, de l'existence et de la connaissance, du réel et du rationnel. Commencer à exister, c'est se reconnaître dans l'être. Deux points. Un commencement à partir d'un acquis. Se reconnaître, c'est renaître. Pardon. Ainsi s'instaure l'échange qui se fera constitutif du corps sujet, le lieu des morts et de la résurrection, qui font l'existence en tant que connaissance et la connaissance en tant qu'existence. Le cogito, d'abord pré-réflexif, entre parenthèses. Le périple du sperme est l'illustration parfaite de cette passation d'existence, la mort et la vie étant immanentes. Le spermatozoïde qui arrive trop tard, un autre ayant fécondé l'ovule, meurt. Deux points. Nul ne doit survivre à la vie. Il n'y a pas de vie post-générative. Celui qui a fécondé l'ovule meurt aussi en accomplissant son rôle dans l'ontologie temporelle. Deux points. Reproduire. Il meurt de lui-même à lui-même. C'est qu'il se transforme en fœtus. L'énoncé du mystère, symbolisme germinal. La problématique de programmation de l'ontogénèse est donc tout d'abord la détermination de son commencement. Deux points. La fin de l'ontologie temporelle. La deuxième détermination, celle de l'ontogénèse, est sa constitution en tant que synthèse de l'originel et du naturel. Elle est la conséquence logique de la première, le passage de la finitude constituée par l'être à la finitude constitutive de l'ontogénèse. C'est toute une passation d'existence, de l'accomplissement. L'esprit est en germe dans l'acte même du naître. Deux points. Passation d'existence sur le modèle de la germination. L'esprit qui devient, qui transmet dans l'ordre humain ce qu'est l'acte même de naître, la divine nécessité. Petit 2. L'animisme, l'Esprit Saint et le procès de création. Tout un système de la parenté trinitaire, de l'être, du genre, du sujet, est la matrice de l'ontogénèse. Peut-on ne pas établir une parenté, un rapprochement, une similitude avec la Sainte Famille? La trinité de l'évolutionnisme se relie
dans la trinité d'un seul Dieu en 3 personnes. La Sainte Famille est le montage spiritualiste de l'ontogénèse. Elle prend les données de l'évolutionnisme pour substituer à la création de la subjectivité la création divine. Comment le Père apparaît et où commence le Fils? Comment Dieu le Père peut être aussi Dieu le Fils? Le Père, c'est l'être. La continuité du temps matriciel finalisée par le procès de production qui s'achève en temps substance sociale. Dans ce continuum apparaît le Fils, entre parenthèses, le genre. Le patriarcat qui organise la division du travail comme système de la parenté, qui reconduit la logique de l'être dans l'éthique du genre. Il faut constater que le Fils de l'être, le genre, est le père de l'individu, le sujet. Mystère de la Sainte Trinité. Comment peut être à la fois Dieu le Père et Dieu le Fils? Grâce à l'Esprit Saint. Alors tout s'explique. Le pouvoir de création, de la transmutation de l'être par le genre, du genre par le corps sujet, qui n'est autre que le pouvoir de la subjectivité, n'est pas reconnu comme tel. Pouvoir de créer l'existence. Il est attribué à une cause extérieure, une grâce, une intervention divine. La survie s'explique, elle aussi. Alors que nous cherchons désespérément la raison du phénomène qu'est la survie, du prématuré, de l'homo erectus, l'explication spiritualiste apparaît. Mort de l'être naturel et renaissance divine. Il faut avoir vaincu la mort pour donner la vie, et perdre sa vie pour la gagner. Si ce n'est pas l'Esprit Saint, c'est l'animisme qui a le pouvoir de donner l'existence. La vie sourde de partout, c'est la nature, le père et la mère, encore unifiés en une fécondité sans limite. Il suffit de se glisser dans la dualité fonctionnelle de l'être, totem et tabou, pour accéder à l'élémentaire survie. Le spinozisme pourrait être proposé comme une médiation qui explique la transition de l'animisme au Saint-Esprit. Le panthéisme identifie Dieu et l'être. Ce n'est plus la nature de l'animisme, et ce n'est pas l'Esprit Saint. Alors, la subjectivité est inexistante. Elle n'existe qu'en tant que finitude, qui ne peut participer à l'être que d'après les attributs de l'être. L'étendue et la pensée. Que ce soit l'animisme, l'Esprit Saint, le panthéisme, la subjectivité ne se reconnaît jamais en tant que telle. Son pouvoir de création est soit imputé à la nature, soit au divin. Ce refus de se reconnaître est à l'origine du dualisme esprit-matière. C'est qu'il est bien difficile de se reconnaître procès de création. Immanentisme miraculeux de la pensée et de l'être, car engendrement réciproque par le faire, la praxis. La subjectivité et la praxis sont les 2 procès de production qui s'allient pour refaire le monde, apporter une plus-value. Il n'y a pas pouvoir de création d'ordre naturel, en concurrence avec l'être. Ni la subjectivité ni la praxis ne créent le vivant, ce qui n'empêche pas de créer de l'existant, et mieux que la vie. Nous avons déjà constaté que le procès de production donnait l'existence de sa durée. Mais cet auto-engendrement, auto-causalité, le soi-même, ce qui est le miraculeux qui fait l'Esprit Saint ou l'être, est aussi engendrement réciproque, redoublement du miracle, donation d'existence à ce qui n'en avait pas. Alors là, il faut faire intervenir la grâce suprême faite à l'homme, par Prométhée, le jugement synthétique a priori. Merci Kant. Comment devient-on jugement synthétique a priori? Car ce jugement va se faire constitutif du corps sujet. Nous sommes alors dans un autre continent. De même que nous avons découvert l'univers de l'antéprédicatif, Atlantide du concept, nous allons découvrir celui du synthétique a priori, le monde que nous vivons. Le synthétique a priori est encore plus révélateur, constitutif de l'essence de l'homme, du corps sujet, que le cogito cartésien. Celui-ci ne fait qu'achever, momentanément, le parcours phénoménologique du synthétique a priori. Il est l'ultime moment de la reconnaissance identitaire de l'être et de la pensée. La res cogitans se reconnaît comme engendrement réciproque du corps social, la bourgeoisie de Rome, et de la fonction individuelle, la gestion superstructurale de l'État-nation.
L'entendement est cette pensée sociale, créée par l'hérédité et la vénalité des charges. Entre parenthèses, Édith de la Polette. Comment devient-on un jugement synthétique a priori? Notre interrogation peut être reprise en fonction du cogito cartésien. Ce sera, de quoi? Comment devient-on cogito de classe? Pour ce faire, il faut faire intervenir ce qui tiendra lieu de glande pinéale, d'esprit saint, d'animisme. Il s'agit d'un deus ex machina qui est la pierre philosophale de l'ontologie temporelle, la pierre angulaire de l'être, de la praxis, de la subjectivité. La loi des trois états. Finitude, corps-sujet, subjectivité. La finitude, l'individu, appartient à l'être. Le corps-sujet est le moyen du genre. La subjectivité est spécifique du prématuré. Trois états en un seul corps. Trinité a priori de l'espèce humaine. C'est cette tripolarisation exhaustive qui manque à la connaissance néo-kantienne. Les rapports a priori de l'être, du genre, du sujet. La philosophie actuelle, héritée de l'après-Seconde Guerre mondiale, n'a délivré que des vues ponctuelles de cet ensemble à des fins anthropologiques, de manipulation savante du savoir, ces catégories se révélant constitutives des rapports de classe, le freudo-marxisme s'avérant le modèle consumériste de la vraie société de consommation. Ne pas confondre finitude, corps-sujet, subjectivité. Il s'agit de trois ordres communs à la logique et à la phénoménologie de la trame secrète de l'évolution humaine dans l'ontologie temporelle, de ce qui est le non-su et le non-dit de toute la philosophie occidentale. Alors que cette trinité est totalement absente de cette philosophie, nous en avons fait l'ordre de notre exposé et la généalogie de l'humain. C'est l'être qui crée la finitude, l'individu en sa fonction reproductive, entité fonctionnelle nécessaire à l'être. Alors l'autonomisation progressive peut s'accomplir selon le dédoublement du corps-sujet, l'engendrement réciproque du moyen et de la fin. Alors le prématuré accède à l'existence, la subjectivité, expérience et négation de l'angoisse, gestion de la finitude par le corps-sujet, qui se fait économie politique. Derrière l'apparente répétition formelle et arbitraire, toute une progression logique. C'est bien la même situation qui se répète, mais selon trois perspectives différentes qui doivent s'articuler en un ensemble. La reconstitution de l'ensemble, être, genre, corps-sujet, nous a permis de proposer l'en-soi de l'ontogénèse, non pas comme une substance, une nature humaine, mais comme une situation logique. L'en-soi dit l'originalité et la spécificité de l'ontogénèse, sa distinction d'avec la phylogénèse et sa rupture et continuité avec l'être. Il est le montage propre au corps-sujet et aux conditions de son autonomie. Mais alors, tout le pour soi est à venir, à produire. Ce sera le parcours de la conscience, de ces moments et catégories qui ressembleraient beaucoup à la phénoménologie de l'esprit de Hegel s'il ne devait se constituer selon la logique et la phénoménologie de la phylogénèse. Ce qui veut dire que nous voulons substituer à une logique du superstructural, de ces catégories non sues comme telles, la logique du genre humain, celle de sa séparation d'avec l'être et de sa production selon la praxis. Petit 4. Alors, la transmission des caractères acquis. Alors, on peut proposer l'explication de la transmission des caractères acquis, la relation de l'inné et de l'acquis en fonction de la parenté ontologique et de la logique de sa chronologie. C'est la révélation du principe de l'ontogénèse. Les caractères acquis de l'ontologie temporelle deviennent l'inné du genre et les caractères acquis du genre deviennent l'inné de l'individu. On peut ainsi répondre à cette question: combien de vies à déclarer? Nous avons déjà fait la déclaration
de l'univers perdu et retrouvé, de point l'antéprédicatif, tout un univers englouti sous le concept, toute une pensée cachée par l'inconscient, toute une proclamation de la praxis. Il s'agit maintenant de définir la parentèle originelle de ce système de la parenté qu'est l'évolutionnisme. Il y a trois termes: l'être, le genre, l'individu, le père, la mère, le fils. L'ontologique glisserait inexorablement vers, point de suspension, la Sainte Famille, point d'interrogation. Autrement dit, il y aurait un a priori logique qui serait de l'inné, un a priori ontique qui pourrait apparaître de deux manières opposées, soit que la structure de l'esprit décide de la famille, soit que celle-ci décide de cette structure. Dans les deux cas, l'être et l'esprit se constitueraient selon le même référentiel structural invariant, immanent. Il faudra revenir sur ce parallèle et sur cette identification car ils permettent de traduire, point de suspension, l'Esprit Saint, le miracle de la création d'existence dans le procès de production, l'autre donation d'existence. On peut maintenant répondre à la question de point avec le nouveau-né. Combien de vies à déclarer? Il y en a trois. 3 genèses en une naissance, 3 donations d'existence. On naît à l'être, au genre, à soi-même, 3 vies qui vont constituer la vie synthétique de l'homme réel. On naît dans l'être et de l'être. Cette naissance se fait dans l'ontologie temporelle. L'existence du genre, dans l'être étant acquise, le genre se développe selon son existence logique. Il y aura tout un montage logique. 2 points. L'accession à la connaissance en tant que constitution du cogito de la praxis, selon le dédoublement corps-sujet et la dialectique du re. 2 points. Renaître comme reconnaître et reconnaître comme renaître. Alors, la troisième existence, celle du prématuré. Voilà. Vue d'avion, comme ça, en survolant ces textes-là, on reconnaît quand même certaines tendances donc, que l'on a déjà vues dans ce livre, à savoir par exemple ce qu'il dit donc, quasiment comme programmatique, là, page 178, au bas de la page, donc ce qui veut dire que nous voulons substituer à une logique du superstructural, de ces catégories non sues comme telles, la logique du genre humain, celle de sa séparation d'avec l'être et sa production selon la praxis. Donc il veut, effectivement, on voit aussi un peu la page 178, en plein milieu, derrière l'apparente répétition formelle et arbitraire, toute une progression logique. C'est-à-dire qu'il essaye au-delà de cette logique formelle, logique du superstructural, dégager une logique du genre humain qui ne fasse pas appel justement à ces catégories qui sont catégories qui ont été constituées après, donc par la praxis, quoi. Je crois qu'il y a moi ce que j'extrais un peu de ça, voilà, il y a ça aussi, la finitude, oui, la finitude, alors il emploie plusieurs moments, quoi, comme moment apparemment qui se reproduit dans l'évolution humaine, donc il voit la finitude, il la décèle déjà dans l'être finalement comme étant le fait de l'individu, la finitude. Quand il dit au petit 3, donc la finitude, l'individu appartient à l'être. Voilà, donc il la voit déjà là, finalement l'individu étant quelque chose de fini en soi, finalement, qu'on ne trouve pas dans la nature inorganique. Bon, c'est quelque chose qui est déjà une finitude en soi,
Et après, donc, effectivement, la finitude du sujet, la finitude, la connaissance de sa propre mort, etc. Donc, il a l'air de faire découler aussi des concepts, ce concept de finitude, finalement, qui est un concept appliqué au sujet. Il a l'air de faire finalement décliner un concept de finitude qui existait avant dans l'être et de le décliner et puis de l'appliquer finalement, que ça s'appliquerait par je ne sais quelle logique au sujet ensuite. Alors par contre, les premiers, moi je trouve que c'est assez abscon, quoi. Le grand A, le grand B, la 1 et 2, j'avoue que la liaison avec la Sainte Famille notamment, je la vois pas. Qu'est-ce que c'est cette logique superstructurelle dont il veut parler, dont il parle? Moi, je pense que c'est la logique formelle, la logique telle qu'on la connaît maintenant. Peut-être que je sais pas, la logique telle qu'elle est déployée en tant que catégorie, quoi, une fois que la praxis est constituée. C'est pas plutôt la phénoménologie hegelienne qui est la logique superstructurelle? Il dit mais alors, c'est page 178 en bas, mais alors tout le pour soi est à venir, à produire. Oui. Ce sera le parcours de la conscience, de ces mouvements et catégories qui ressemblerait beaucoup à la phénoménologie de l'esprit de Hegel, s'il devait se constituer selon la logique de la phénoménologie de la phylogénèse. C'est-à-dire que je ne comprends pas grand-chose. Ce qui veut dire que nous voulons substituer à une logique du superstructural, la logique hegelienne, la phénoménologie hegelienne, le mouvement de l'esprit, la reconstitution de l'homme, de l'histoire de l'homme, du mouvement de l'esprit, qui reste phénoménologique, mais une phénoménologie qui s'appuie sur les réflexions qui précèdent, sur la phylogénèse. Ce qui veut dire que nous voulons substituer une logique du superstructural, de ces catégories non sues comme telles, la logique du genre humain, celle de la séparation d'avec l'être et de sa production selon la praxis. On te dit quand même la reconstitution de l'ensemble, le genre corps sujet nous a permis de proposer l'en-soi de l'ontogenèse, non pas comme, je crois que c'est important aussi, non pas comme une substance, c'est-à-dire non pas comme quelque chose finalement d'un peu transcendant, quoi. Une nature humaine, quelque chose qui t'est imposé par le haut, quoi, mais comme situation logique. C'est-à-dire, en fait, ça se déploie, disons que c'est une logique d'avant la praxis qui fait que tout un déploiement se
se produit, quoi. Hein. Donc je pense que, mais de toute façon, il est toujours un peu là-dedans, Kouskar, quoi. Il va gratter un peu pour justement aller substituer à quelque chose qui est imposé par comme quasi transcendant à quelque chose qui se constitue alors que voilà, il n'y a pas de qui se constitue avec les moyens du bord, quoi. Le moyen pouvant se transformer en fin, le fin en moyen, etc. Quoi. Donc c'est un peu toujours dans cette perspective-là qu'il est dans son cheminement, je crois. Hein. Et là, il me semble que, alors même si moi personnellement je ne comprends pas toutes les finesses de ce qu'il dit, hein, loin de là, mais il se situe quand même toujours un peu là-dedans. C'est-à-dire, je crois qu'il est en aucun cas dans une relation, enfin une interprétation transcendante, quoi. Et si on comprend comme ça, je pense qu'il faut relire. C'est qu'on a dû peut-être se planter. J'ai pas l'impression qu'il soit d'une manière ou d'une autre dans un truc transcendant, même quand il parle d'Esprit Saint, et puis sans doute. Mais là, je ne comprends pas le parallèle avec la Sainte Famille. Je ne fiche pas. Mais il est toujours dans cette approche-là de déploiement systémique, hein, avec les moyens du bord. Et c'est ce qu'il reproche aux autres finalement, c'est de plaquer une approche transcendante. C'est justement ce qu'il leur reproche en fait. Ouais, c'est-à-dire que quand il te dit... Bon, je sais pas, la Sainte Famille, moi quand j'entends la Sainte Famille, ça me fait penser au texte de Marx. Mais bon, du coup, non, c'est pas de ça qu'il s'agit, là il s'agit de l'esprit, enfin, de la Trinité, quoi. En fait, moi, ce que je comprends de ce qu'il dit, là, dans tous ces passages, il dit qu'en réalité, à la fois l'animisme et la religion, pour parler du christianisme par exemple, y compris le panthéisme de Spinoza, en fait, le reproche qu'il fait là-dedans, à l'animisme et au christianisme, enfin à sa Sainte Famille, là, et aussi à Spinoza, en fait, c'est finalement de ratifier le dualisme esprit-matière, de ce que je comprends. C'est-à-dire qu'en réalité, j'avais pris quelques notes la dernière fois, ça remonte un bout de temps, mais du coup, il réutilise finalement la parenté trinitaire qui se pose pas du tout comme étant matérialiste ni rien. Il dit, on peut articuler l'être, le genre et l'individu en disant que l'être c'est le père du genre, donc que le genre est le fils de l'être, et que le genre est le fils de l'être. Il dit que le genre est le père de l'individu et que l'individu est donc le fils du genre, et l'individu c'est le début du sujet. Mais de façon générale, en fait, ce qu'il essaie d'expliquer, c'est que il y a toujours une volonté d'imputer un pouvoir de création à quelque chose. Soit c'est la nature, soit c'est le divin. Donc toutes les... je ne sais pas s'il le... mais son pouvoir de création est soit imputé à la nature, soit au divin. Voilà, il y a toujours à la recherche d'une création. En fait. On est toujours en recherche dans les religieux de quelque chose parce qu'on ne se satisfait pas finalement de ce qu'on pourrait appeler de façon un peu... cette formelle, la généricité. C'est-à-dire l'idée que le commencement, en fait, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est justement la généricité. Et en particulier, la généricité du métabolisme avec la nature, c'est-à-dire la créativité, la créativité de l'homme et la capacité qu'il a finalement de créer, de telle sorte que finalement le commencement initial de toutes les choses est plus forcément important, parce qu'on hérite toujours d'une génération précédente. Donc, à l'époque de Hegel, effectivement, la philosophie idéaliste, en tout cas celle de Hegel, elle semble se satisfaire de ça. En tout cas, dans la phénoménologie de l'esprit, c'est un petit peu ça qui est intéressant, c'est que finalement on se fout un peu du commencement. Ce qui compte, c'est justement d'examiner les différentes figures de la conscience, mais on ne se pose pas forcément la question de son émergence au sens d'une donation, ou au sens de quelque chose qui serait, justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et non, c'est transcendantal. C'est-à-dire qu'on refuse finalement le transcendantalisme
On veut pas de ça, ce qui intéresse c'est le pouvoir de génération, et notamment le pouvoir de génération de l'homme qui, par son métabolisme avec la nature, produit des objets, produit après de la culture qui va se transmettre, etc. Et moi, de ce que je comprends de ces passages qui sont un petit peu ambigus, où on ne sait pas véritablement s'il les cite pour les exposer, tout ce qui est Samsoni, etc., ou si c'est pour un petit peu les singer, parce qu'il y a toujours un peu ce second degré un peu apparent de Kluskar, avec des phrases comme ça nominales, qui sont, on ne sait pas forcément quoi faire d'ailleurs, qui ne nous aident pas beaucoup, à mon avis, dans la compréhension. Mais de façon générale, il y a un refus justement du dualisme, quoi. Voilà. Parce que justement, là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on arrive au moment de l'ontogénèse. Dans tous les développements des livres précédents, on a passé beaucoup de temps sur l'antéprédicatif, etc. L'antéprédicatif, il le pose comme étant vraiment un entre-deux entre l'être et le genre. On ne sait pas encore véritablement où on est, on n'est plus dans l'être pur, mais l'antéprédicatif, c'est le commencement du commencement. On atteint ensuite le stade de la survie, donc il y a une autonomisation du genre par rapport à l'être. Et cette autonomisation du genre par rapport à l'être, si je le schématise, hein, en tout cas ce qu'il en dit, c'est qu'elle aboutit finalement à un primordium de subjectivité. Un primordium de subjectivité qui a pour siège en fait la différence, la plus grande différence entre le genre et le corps sujet. Et on est déjà dans la phénoménologie. Voilà. Et la finitude apparaît, du coup. Parce que s'il y a subjectivité, s'il y a sujet transcendantal, pas transcendance divine, hein, mais sujet transcendantal, le pouvoir de la raison qui a le monde pour prétexte, mais qui en réalité a sa propre capacité à fournir la vérité et la connaissance en elle-même, par son propre prisme, et du coup il y a de la finitude. C'est-à-dire qu'il y a un renoncement du coup à la chose même, quoi. Si on suit parce que là, de ce qu'il prétend annoncer, en fait, il va s'intéresser finalement au jugement synthétique a priori. En fait, la question qui pourrait être intéressante, c'est ça pour un philosophe qui assume l'héritage kantien mais qui veut le dépasser, pas forcément en hegelien, mais peut-être en phénoménologue, c'est qu'est-ce qui produit la synthèse du sujet transcendantal, quoi. D'où est son origine finalement. C'est ça le point de départ de la phénoménologie husserlienne par exemple, on en avait déjà discuté il y a quelques temps. Mais du coup, on est dans la finitude. Parce que, à partir du moment où il n'y a de vérité que d'adéquation entre. Enfin, pas d'adéquation, justement, c'est pas une adéquation, c'est plutôt, sur ce que je suis en train de dire, j'ai filé le bouquin de Meyasu, une corrélation finalement entre la pensée et l'être. Tout est dans la corrélation. Et donc s'il y a un sujet d'étude, du coup c'est la corrélation en elle-même, et donc du coup on est dans la finitude, on ne peut pas embrasser, en tout cas immédiatement, la totalité de la chose. Soit on est dans une perspective ultra-empiriste et on se satisfait dans un espèce de réalisme naïf des choses, et puis elles sont auto-évidentes finalement, ce qui est une forme de dogmatisme déguisé. Soit on est du côté justement de ce corrélationnisme et on n'accepte pas les données telles quelles, on étudie leur propre réception. Voilà. Et du coup, moi, l'idée de finitude sur laquelle tu revenais au début, c'est un peu ça. La finitude, en fait, elle apparaît avec l'ontogénèse. Le problème, et c'est là que je ne comprends pas trop, parce que... Non, il dit qu'elle est déjà dans l'ontologie temporelle. Mais oui, mais c'est ça, voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Il dit que la finitude de l'être est rejointe par la finitude du début de l'ontogénèse. Et ça, je comprends absolument pas ce que ça veut dire. Il dit même, à mon avis, il dit même qu'elle crée une relation quasi de parentèle, si tu veux, entre les deux, parce que apparemment, donc, je comprends un petit peu, c'est ça, c'est que, et peut-être là aussi, ça peut rejoindre son rapprochement avec la Sainte Famille, père, fils, mère, etc. Il a l'air de dire, si tu veux, que la notion de finitude, elle est bien sûr dans le sujet, mais elle est déjà dans l'être, en tant que l'individu. L'individu est quelque chose déjà de fini, qui ne va pas de soi, et qui est déjà une donnée de finitude qui est antérieure finalement à la finitude la finitude
du sujet, quoi, hein, donc, et à la connaissance de sa propre mort, etc. J'ai l'impression qu'il a l'air de dire, si tu veux, que d'un point de vue ontologique, voilà, il y a un concept de finitude qui est propre à l'être et qui finalement est dérivé en quelque sorte au niveau de l'être social. Tu as dit au début de ton propos que l'individu était du côté de la subjectivité. C'est pas ce qu'il dit. Ouais. Il dit, je prends l'ouverture du paragraphe 3, la finitude, l'individu appartient à l'être. Le corps sujet est le moyen du genre, la subjectivité spécifique du prématuré. Il dit après, ne pas confondre finitude, corps sujet, subjectivité. Il s'agit de trois ordres communs à la logique et à la phénoménologie de la trame secrète de l'évolution humaine de l'ontologie temporelle, ce qui est le non-sup et le non-dit de toute philosophie occidentale. Alors que cette trinité est totalement absente de cette philosophie, nous en avons fait l'ordre de notre exposé et la généalogie de l'humain. C'est l'être qui crée la finitude, l'individu en sa fonction reproductive, entité fonctionnelle nécessaire à l'être, pardon. Ouais, d'accord. Donc l'individu est bien du côté de l'être, et la finitude est déjà là, mais comme j'oserais presque dire, comme un en-soi de l'être. Un en-soi de l'être, ouais. Mais... Et peut-être que dans la subjectivité, elle devient pour soi. Je sais pas. Il a l'air de mettre pour soi du sujet. Mais je comprends pas, peut-être, hein, oui, visiblement ce qu'il dit c'est ça, mais dans ces cas-là, il a une utilisation du mot individu que j'arrive pas à comprendre. Parce que l'individu, au contraire, pour moi, c'est l'individu concret et qui est tellement particularisé par ses déterminations qu'il est devenu singulier. Et donc il augmente son niveau organique, hein, je pense. Et, alors voilà, dans ces cas-là, c'est l'individu au niveau organique. Je pense que c'est l'individu organique. C'est pas l'individu du monde capitaliste qui s'habille tout en noir pour ne ressembler à personne. C'est vraiment comment dire, le nombre dans une population, quoi. C'est le Oui, c'est tu vois, c'est ça. Oui, c'est la... Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Là aussi, page 175 en haut, il parle du passage de la finitude constituée par l'être à la finitude constitutive de l'ontogénie. Apparemment, c'est une passation d'existence de l'accomplissement. Voilà, donc il a l'air de mettre une... Alors après, sa thématique du renaître et du reconnaître, je pourrais qu'il y ait quelque part à tout ça, quoi, mais... Je pense qu'il essaie de donner un fondement, enfin il essaie, hein, je dis bien, il essaie de donner un fondement matérialiste et situé dans l'évolutionnisme à la naissance, à la fois au processus de genèse et à la naissance finale du sujet transcendantal, quoi. Moi je le vois comme ça. C'est-à-dire que quand il parle de connaissance, c'est ça, quoi. Qu'est-ce que c'est que les moyens de connaissance et comment ils apparaissent et d'où ils apparaissent. Et dans les livres précédents, il essaie de dire, ben voilà, qu'est-ce qui génère le temps matriciel, d'abord le temps de base, le temps matriciel, le temps de reproduction sociale, et il essaie de voir, il essaie en fait de déployer la connaissance, on va dire ça comme ça, et de le calquer sur les étapes de cette reconnaissance par les différents passages qui définissent de l'entre-deux d'être et du genre, l'autonomisation du genre, le corps-sujet, la plus grande différence entre genre et corps-sujet qui produit justement l'animal phénoménologique et ces choses-là, quoi. Il essaie en fait de les situer. C'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'il y a plusieurs dialectiques en même temps, quoi. Il y en a une qui est d'ordre un peu évolutionniste, il y en a une qui est d'ordre des catégories de la connaissance. Le problème, c'est que c'est assez intriqué, et, comme je le disais, il a des termes qui, à mon avis, sont pas... Oui, il n'est pas d'une
lecture facile. Pas forcément Il a parfois des gestes stylistiques qui sont plutôt perturbants. Parfois, au contraire, ils sont assez fulgurants. Oui. Mais moi, je crois qu'il cherche, en fait à se démarquer par rapport à deux choses. C'est deux philosophies, si on veut, mais qui sont en même temps les points de convergence de courants. Le jugement synthétique a priori, c'est manifestement Kant, c'est la statue intérieure, c'est l'être humain dans sa singularité, d'être doué de sensibilité et d'entendement, et doué de la capacité d'opérer la synthèse de l'un et de l'autre dans le jugement synthétique a priori, c'est-à-dire dans la raison. Donc et surtout de il dit voilà, toute la philosophie occidentale, elle passe à côté de la question de savoir comment ça se crée. Ça ne tombe pas du ciel. Si ça tombe du ciel, on est dans la transcendance. Donc ça se crée. Et ça se crée comment? Ça se crée, pour Kluskar, ça s'enracine dans la logique de l'être, du genre, et l'émergence de la subjectivité, dans émergence dans laquelle la praxis joue un rôle déterminant, le rôle moteur. Et puis il y a Hegel. Hegel, la philosophie hegelienne, pour moi, c'est pas une philosophie de la transcendance. En tout cas, pas une philosophie de la transcendance, pas une phénoménologie de la transcendance, c'est une phénoménologie de l'immanence. Mais c'est de l'immanence de l'esprit dans le monde. C'est l'esprit qui crée le monde dans sa propre logique de déploiement historique, si on veut. Hein. Et là, il dit, plutôt, il s'oppose à cette lecture de la trajectoire humaine, phylogénétique et ontogénétique, et historique, en disant ça, c'est une logique, mais c'est une logique abstraite, et c'est une logique qui ne démarre pas là où il faut qu'elle démarre. Il faut qu'elle démarre pour ne pas être abstraite, il faut qu'elle démarre dans une interrogation sur l'articulation entre l'être, le genre et la subjectivité. Je te tente de faire tout cela. D'ailleurs, et pourquoi superstructurel? Je me pose la question de savoir si il n'y a pas dans le mot superstructurel quelque chose qui renvoie à la superstructure marxiste, tu penses? Comment? Tu penses à la superstructure au sens marxiste? Non, je pense à la superstructure en opposition avec le mouvement, avec le singulier. Le singulier et l'esprit s'impose aux êtres, alors que c'est dans le sujet et la production du sujet que se construit la phénoménologie de la praxis et la phénoménologie de l'humanité finalement. Tu vois? Oui. Je me demande si c'est pas là que le mot superstructurel prend sa source en fait dans une distanciation entre le superstructurel est du côté de l'esprit, du côté de l'abstrait, du côté d'une certaine forme d'universel concret qui se déploie dans le temps, et puis l'enracinement dans l'être, c'est dans le concret. Et c'est en ça que, comme tu le dis, il y a une intention matérialiste. Enfin, un projet, en tout cas, rattaché à des choses mesurables. Quoi. Bien sûr. Là, pour revenir un peu sur l'idée donc de la filiation entre des étapes finalement de ce déploiement en retrouvant des concepts
qu'on retrouve à différents niveaux, quoi, finalement. Je lis page 179. C'est la révélation du principe de l'ontogénèse. Deux points, ouvrez les guillemets, les caractères acquis de l'ontologie temporelle. On peut penser par exemple à la finitude de l'individu, deviennent l'inné du genre. On peut penser à la finitude du sujet, et les caractères acquis du genre deviennent l'inné de l'individu. Donc on a l'impression qu'il y a une forme de passation de certains acquis, qu'il appelle des acquis, d'un niveau à l'autre, d'un niveau de l'être, au genre et à l'individu. On a l'impression qu'il y a une forme de... Alors pourquoi pas y voir aussi peut-être une relation avec la filiation de la Sainte Famille, je ne sais pas, mais effectivement on est toujours un peu dans le... Mais déjà dans l'antéprédicatif, il est un peu dans cette idée-là. Quand, par exemple, le paragraphe d'en dessous, il met donc nous avons déjà fait la déclaration de l'univers perdu et retrouvé. Deux points. L'antéprédicatif, tout un univers englouti sous le concept. C'est-à-dire effectivement, il pointe le fait que des catégories qui sont apparues après, finalement, engloutissent une partie, finalement, de la genèse de ce qui les a rendus possibles. Donc, et ça, il le fait pour l'antéprédicatif, mais il le fait un peu partout, finalement, dans toute son analyse, il est à traquer un peu ce qui peut faire écran pour la compréhension d'une genèse, genèse prise dans ses déterminations logiques, mais systémiques, pas imposées justement d'en haut ou de l'extérieur. Parce que j'ai l'impression qu'il y a de ça quand même dans une logique du superstructural. Une superstructural, c'est quand même quelque chose qui était imposé quoi, de l'extérieur, les superstructures. Marxisme, voilà, donc c'est effectivement tout ce qui est imposé à la société en tant qu'idéologie, etc. Moi j'ai l'impression qu'effectivement il est toujours un peu dans cette traque, je crois. Donc ça, à différents moments, ça se traduit de manière différente, mais c'est toujours ce fil-là qu'il poursuit, à mon avis. Et qui est assez, d'ailleurs, finalement salutaire, ça rappelle. Moi je trouve ce passage, qui est un passage important dans le bouquin, je le trouve quand même très abstrait. Parce que c'est une impression, moi ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que finalement, la praxis est invoquée, mais est invoquée comme moteur de la production de la logique du genre humain, à partir du moment où le genre humain s'est séparé avec l'être, mais elle est là en toile de fond, mais on ne la voit pas fonctionner, on ne la voit pas intervenir, on ne la voit pas... je crois que... Enfin, moi, j'aurais écrit ce passage-là, j'aurais essayé de penser la question du social, enfin du groupe, la question des rapports entre les individus, la question du travail, la question du langage. J'aurais essayé de comment dire, de dresser une approche, de reconstruire un modèle d'approche qui mobilise les catégories de la praxis. Or là,
on a une logique qui s'expose, finalement assez formelle. Oui, c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait ils opposent la logique formelle et Finalement c'est très hegelien, mais sans l'esprit. Il a évacué l'esprit, mais il reste sur un jeu de catégories, moi je trouve quand même. C'est un passage qui me... Mais je le comprends peut-être pas bien, hein, sans doute. De ces passages sur l'insurrection bourgeoise du XVIe siècle, du XVIIe siècle. Dans les traits de code. Oui, mais c'est comme ça, c'est ça qui est problématique, c'est que il est vraiment dans le capitalisme de la séduction, où il y a des... On voit fonctionner la machine. Là... Peut-être qu'il est en amont de ça. Non, mais c'est même sûr qu'il est en amont de ça. Parce qu'en fait, là, le chemin de la praxis, en fait, c'est une période... Enfin, c'est périodisé, quoi. Je veux dire, c'est antérieur largement à... Jusque-là, oui. Ah, bien sûr. Je veux dire, là, on est en train de se poser la question de la naissance de l'ontologie et du montage identitaire. On est bien avant oui, mais enfin, du capitalisme. Dès la logique du genre, il parle de la production, il parle, tu vois, et... Oui, mais il n'y met pas les mêmes déterminations parce que il se pose la question de la genèse du genre et donc ce qui pourrait, les données qui pourraient raccorder justement à ces catégories, donc tu te plains du manque, ce serait des vraies données d'anthropologie de malades, ce serait des travaux de fous, ce serait nettement en aval. Qui seraient, et puis qui témoigneraient de ces choses-là et qui seraient... Oui, mais du coup, quand tu dis ça, tu as un peu l'impression que tu es face à une mécanique abstraite. Ouais. Qui s'est accompli selon une logique alors raison que les catégories qui fait totalement abstrait de la transcendance, mais qui devait de toute façon se produire. Ouais. T'es clairement dans non, c'est-à-dire qu'il refuse dans sa méthodologie toute chose qui ne soit pas immanence. Donc il refuse la transcendance, il refuse le donner des catégories. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il reproche un peu aux sciences sociales, quoi. Il leur dit, mais d'où ça vient? Donc, on fait cette étude-là. Et le problème, c'est qu'il ne met pas en œuvre le truc, quoi. Donc, à la fin, évidemment, il reste ce que tu dis. Il reste la phénoménologie de l'esprit sans l'esprit. Parce que la phénoménologie de l'esprit sans l'esprit, un marxiste qui referait la phénoménologie de l'esprit sans. Il écrirait le capital, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il remplacerait les figures de la conscience qui restent du coup forcément abstraites et dont on ne voit pas forcément bien le déploiement. Ou tout on voit le déploiement parce que c'est une belle construction, mais ça reste de l'idéalisme, on verrait on verrait tout simplement une description matérialiste de la société, de la genèse du capitalisme, progressivement, de la façon dont le capital pénètre dans le travail, va développer le travail libre, et puis après, tu vois, ça se fait effectivement sur les périodes qui sont beaucoup plus faciles, parce qu'on est dans des périodes où il y a déjà de l'économie marchande, il y a déjà des choses comme ça, quoi. Ouais, mais là, dans ce cas-là, sur cet objet-là, Engels, dans ses textes sur... Alors, l'origine de la famille et de l'État? Oui, oui, justement. Il est là-dedans et on est à peu près à une période pas très éloignée de celle-là. Bah oui. Mais là je crois qu'il est à mon sens, hein, qu'il est nettement en amont, ce qui ne veut pas dire qu'après, il le fait d'ailleurs dans des traits de code et dans d'autres, qu'il ne descend pas au niveau social pour munir tout ça, quoi qu'il ait fait ce bouquin en dernier. Quoi. Mais néanmoins, il est... Quand tu te poses la question ontologique d'affinitude, par exemple, c'est une question nettement en amont de tout ça, quoi, je veux dire, puisqu'elle fait remonter même à l'évolutionnisme, etc. Donc il est dans des questions effectivement bien plus en amont et souvent qui touchent à des choses qui sont tellement convenues dans le code, on va dire, qu'il n'y a même pas besoin d'y revenir. Là, je pense que toutes ces tentatives-là, c'est pour essayer de dénouer, de démêler toutes ces choses-là. Je pense que c'est tout à fait fécond et intéressant si tu veux le faire, ce qui n'empêche pas du tout après, en aval, d'avoir les appliquer à des faits sociaux et en dernière instance, c'est bien à ça c'est bien de ça dont il s'agit chez Kluskar, comme chez Marx, hein, c'est finalement d'appliquer au niveau social pour réduire les injustices, l'aliénation, tout ce que tu veux. Donc il est toujours dans cette perspective-là,
mais Le mot d'aliénation ne figure pas une seule fois dans ce bouquin. Hein. Le mot d'aliénation ne figure pas une seule fois dans ce bouquin. Oui, parce que mais dans les autres, bon, je sais pas, le capitaine de la Oui, sélection, c'est que ça. quoi. justement. Oui, c'est intéressant, mais C'est là-dedans, que ça. ça figure pas. Donc l'aliénation. Ah oui, il est pas là, il traite pas de ça. Là. Il est dans le Parce que procès. ça- Il est même ça- pas. ça- On ça peut serait intéressant. on peut lui reprocher d'être pas dans la praxis là même, mais il est aussi dans le procès de production, du procès de production, quoi, ou le procès de production de la subjectivité. Quoi. C'est-à-dire avec les catégories, avec les éléments de départ et de constituer par une logique interne et systémique finalement. De proposer, alors bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est... Hein. T'es foutu. T'es foutu parce que là, t'as la preuve que essayer de faire le procès de production, Ouais. pardon, le procès de production, qui est quelque chose qui peut sembler, même c'est un geste intellectuel, c'est comme quand je disais tout à l'heure, ben, qu'est-ce que c'est, quelle est la genèse du sujet transcendantal? Est-ce que tu peux penser, est-ce que c'est même quelque chose est-ce que c'est pas déjà en tant que tel un geste intellectuel de pouvoir penser la genèse du sujet transcendantal à partir du moment où tu la penses déjà et que tu la penses forcément dans les catégories qui sont celles du sujet transcendantal parce que tu es un individu qui est immanent à ton époque par exemple. Donc c'est déjà un geste. Soit tu le fais de façon logique et purement ontologique, ce que le Meiyasu fait, et donc en gros bah, tu tombes sur Badiou, et bah en fait c'est les maths quoi. Les maths c'est ce qui donne la transcendance quoi. C'est-à-dire que c'est la seule chose que tu puisses trouver en amont de toute corrélation. C'est-à-dire que c'est la seule chose que tu puisses trouver indépendamment de la manifestation d'une conscience, enfin d'un homme pour la conscience, tu vois. Soit, et donc dans ce cas-là, t'es pas marxiste du tout, en tout cas pour moi c'est pas marxiste du tout, soit tu le fais d'un point de vue... Les maths, elles viennent de où si ce n'est Mais voilà, mais du coup, ce que ça veut dire c'est que si tu veux faire le procès de production du procès de production, Kluskar il n'y arrive pas, et donc du coup, Attends, il fait une ontologie. Kluskar, il je suis d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec ton... C'est ça que j'essayais de dire, tu vois. Kluskar, tu dis qu'il n'y arrive pas, il tente de le faire. Je dis. Il ramasse son chapeau. C'est l'être qui crée la finitude, l'individu en sa fonction reproductive, entité fonctionnelle nécessaire à être. Jusque-là, je comprends. Alors, l'autonomisation progressive peut s'accomplir selon le dédoublement du corps sujet, l'engendrement réciproque du moyen et de la fin. Ça résume ce qui a précédé. Alors, le prématuré. Pourquoi le prématuré? Là, c'est une première question. Je ne sais pas pourquoi on parle du prématuré. Mais enfin bon. Accède à l'existence. La subjectivité, expérience et négation de l'angoisse, gestion de la finitude par le corps sujet qui se fait économie politique. Voilà. Je vois pas. Enfin, je pense que c'est pas fondamentalement l'angoisse, la gestion de la finitude par le corps sujet qui produit la subjectivité. Que la subjectivité elle se construit dans les relations. Je pense que Kluskar essaie de faire ça aussi. Il essaie, si tu veux, de raccorder le niveau social et le niveau ontologique. Je pense que, et c'est à mon sens, vu ce que dit Lucien Sèvres, pour le moment, j'ai rien vu en lisant marxisme et théorie de la personnalité, quelque chose qui vraiment ancre les choses au niveau ontologique, au niveau de la praxis, mais il s'en tient effectivement à cette thèse 6 qui est de dire que l'homme est l'ensemble de ses rapports sociaux, très bien, mais pourquoi il est ça? Et là-dessus, sinon c'est un truc qui flotte en l'air, et c'est quasiment un truc transcendant. Quoi. De quoi? Mais pourquoi tu voudrais l'ancrer dans l'ontologie? Parce que je veux être concret, quoi. Qu'est-ce que tu entends par là? Ben, ça veut dire que dans ces cas-là, il faut faire l'inverse. Ça veut dire que dans ces cas-là, il faut analyser la genèse des catégories mentales à partir de l'activité. Et pas, au contraire, regarder les catégories mentales et les catégories ontologiques pour pouvoir après considérer ces choses-là en les substantivant et en allant après chercher dans le matérialisme des justifications de la genèse de ces choses-là. Parce que, justement, si tu es un vrai marxiste, tu dis, en gros, ça, hein. Bah, c'est un peu ce qu'ils essaient de construire par le bas, tout ce cas. Hein. Ils ne ramènent pas des trucs par le haut qui viennent coiffer les... Bah, le sujet transcendantal, il vient d'où? Enfin... Il ne parle pas de sujet transcendantal, c'est pas Oscar qui l'a inventé. Le pré... comment L'antéprédicatif. Non, mais l'antéprédicatif, ça c'est les catégories. C'est un des trucs des sciences sociales, mais en l'occurrence, quand il te parle
la synthèse a priori, quoi. La synthèse a priori, c'est Kant. Et dans ces cas-là, si tu veux faire la l'occurrence Van Rettel, c'est exactement ça qu'il fait dans son bouquin, c'est qu'il essaie de te montrer qu'en réalité, à l'origine même de la civilisation, tu as de l'échange, tu as une division entre travail manuel et travail intellectuel, que tu as des gens qui vont échanger, que donc du coup il y a une substance aliénatoire marchande qui s'appelle la marchandise qui va naître et qui va progressivement, d'une part qui va devenir une marchandise, d'une part parce que ça va excéder le clan qui n'a plus à produire que pour produire mais qui produit pour autre chose, que ça va nécessiter le fait de compter, que du coup dans l'Antiquité, une partie de l'Antiquité, alors même que le travail est encore assumé par les esclaves et que donc du coup les marchands échangent entre cités et qu'ils n'échangent pas de la valeur comme c'est le cas dans le capitalisme et qu'ils échangent et que du coup l'avantage qu'il y a à gagner sur une personne avec qui tu échanges des choses, elle n'est pas basée sur le travail, elle est simplement basée sur le fait de niquer l'autre au moment de l'échange, c'est-à-dire que tu ne peux pas estimer quand tu fais travailler des esclaves, tu fais travailler des travailleurs libres. Et dans ces cas-là, c'est un fétichisme monétaire qui naît déjà à l'époque et du coup ça fait que les gens comptent. Et que du coup, tu peux faire tu peux là pour le coup véritablement apparier le fait de considérer par exemple comme a priori de la connaissance l'espace, et comme dans Kant l'entendement pur, ou je sais plus comment on appelle ça, c'est-à-dire le fait qu'on ait une structuration spatiale, une structuration temporelle. Des intuitions pures. Des intuitions pures, tu les fais venir du fait que justement le fait de faire de l'échange, ça fait que quand tu pratiques de l'échange, tu as une phénoménologie de l'échange qui fait que tu as un espace non géographique et un temps non historique. Et là, tu as exactement en fait l'entendement pur kantien, il est à cette époque-là. Je connais ce schéma, je pense qu'il n'épuise pas le sujet et que. Non, il n'épuise pas le sujet, c'est sûr. Il se passe des choses avant. Mais dans les rapports sociaux, dans l'histoire concrète des hommes, pas dans le superstructurel, si vous voulez, ou je sais pas quoi, ou dans la transcendance, mais dans la nécessité, enfin l'histoire du nombre, l'histoire du comptage, c'est quelque chose d'extrêmement ancien. C'est bien avant. L'histoire de la mesure, elle est bien avant l'histoire de la monnaie, avant l'invention de la monnaie. L'histoire de la mesure, c'est d'abord l'histoire des cycles du ciel, c'est ça. Et bon, alors ça, c'est des problématiques d'histoire des sciences presque, hein, là qu'on aborde. Il faudrait que je creuse tout ça, je vais travailler là-dessus. Bon, mais nonobstant cette observation, je pense que ce qui est vrai, c'est que la formalisation idéaliste à mon avis, ce qui est vrai à mon avis, c'est ça, la formalisation idéaliste de l'antéprédicatif au sens kantien du terme, au sens catégorie, correspond historiquement avec l'émergence des relations économiques et de l'argent. Les philosophes, quelque part, subliment l'échange dans une théorie de l'esprit inspirée par la structure même de l'échange et les formes de l'échange. Ils produisent l'idéologie, quoi. Comment ? Ils produisent l'idéologie que la classe produisent l'idéologie. Oui, ils produisent l'idéologie. Oui. Si vous permettez, moi je crois que le matérialisme c'est une recherche qui est loin d'être épuisée. On peut revendiquer ce qu'on dit comme étant du matérialisme, bien sûr. Je crois qu'il faut continuer, et ce sera l'œuvre des gens qui nous suivront, j'espère qu'il en restera. Parce que finalement, qu'est-ce qui est en jeu dans tout ça? C'est un essai de compréhension scientifique, scientifique au sens de évacuant totalement toute forme de transcendance et de la formation, de la construction humaine, hein, dans ses aspects matériels comme dans ses aspects symboliques. Oui, mais ça je suis d'accord avec ce en quoi le matérialisme ne consiste pas dans une réduction
les phénomènes au matériel, mais doit aussi analyser la production symbolique. Bah, oui, non. Non, mais non, Oui, non, mais- non, on ne réduit pas le matériel. Non, L'empirisme, je non, sais mais, bien, non, je sais bien, non, c'est pas ce que vous faites. Non, non, c'est mais ce que je veux suis dire. d'accord avec ça. Non, non, Oui, mais- bien sûr. ouais. Ouais. Mais par exemple, étudier. Moi, les- je trouve, enfin, les- il y a un truc que je trouve important chez Kouskar, c'est que il donne, on peut totalement critiquer ce qu'il écrit, bien sûr, mais il donne quand même un modèle de compréhension, qui a des failles sans doute, je pense, mais un modèle de compréhension et une théorie qui, jusqu'à un certain point, permet de diverger par rapport à toutes les visions fidéistes toutes les représentations fidéistes qui peuvent cavaler partout et dans toutes les sphères, hein, et pas simplement les sphères, aussi dans certaines sphères laïques, de la représentation du processus d'hominisation. Après, il y a un moment où il décroche, et c'est là, à mon avis, parce que on voit réapparaître des thèmes qui sont des thèmes philosophiques, mais qui se déconnectent par rapport au projet matérialiste, qui est celui que Marx donne dans la 6e thèse, à mon avis, qui est d'envisager les phénomènes humains, non pas comme le déploiement d'une essence ou d'essence prédéterminée, préprogrammée, si on veut, mais comme la résultante du déploiement des rapports sociaux, et je pense qu'il faut aller essayer de penser le déploiement des rapports sociaux, même en amont de l'existence des rapports économiques, du surplus, etc., bien avant ça. C'est pour ça que j'étais d'accord quand il disait la production commence avec l'émergence du genre. Parce que, effectivement, on comprend bien en quoi l'impératif de la survie implique, sous réserve de disparaître, presque l'invention enfin, presque, ça implique l'invention de substrats à la logique à l'inéluctabilité de la survie. Il n'y a pas d'inéluctabilité, le môme il est né, il n'est pas viable. Donc il faut bien que les parents le prennent en charge, en le prenant en charge. Enfin, il y a tout ça, je trouve que c'est très matérialiste. Alors, après, la subjectivité nous tombe dessus comme une révélation de l'angoisse et de... Non, il essaie, à mon avis, je ne sais pas tout piger, mais il essaye de l'extraire, finalement, de la matière organique, quoi, finalement. Oui, mais il l'extrait pas vraiment de la matière organique. Puis d'abord, est-ce qu'on peut l'extraire de la matière organique? Moi, je non, mais enfin, sinon, enfin, puis d'abord, qu'est-ce que c'est que cette subjectivité? C'est encore une autre question. Non, attends, je ne peux pas confondre subjectivité et conscience, c'est pareil. C'est bien ce que leur reproche Kouskar, c'est-à-dire d'appliquer des catégories effectivement quasi transcendantes à des données. À un domaine, à des données. Voilà, lui, il contourne ça. Je comprends pas. Appliquer des données. Non, j'ai pas compris ça. Je comprends pas ce que tu veux dire. Bah, ça veut dire que ça veut dire que lui, Kouskar, il est dans l'idée de genre Freud, quoi. Mais le même genre de reproche, ça veut dire j'observe une société donnée, je ne la questionne pas, je vois des expériences des patients que je vois qu'ils ont des problèmes avec leur truc, et puis leur mère, leur père, je vois tout ce que tu veux, et puis là, je déduis toute une symbolique que je questionne pas, et donc ça devient de l'idéalisme. Il y a des transitions qui ne sont pas expliquées, et même de la nature inorganique à la nature organique, c'est pareil, quoi. Non, mais qui sont que Kouskar tente de d'élucider. Il le fait avec un prisme qui n'est pas le prisme, un prisme matérialiste, parce que, comme, et à mon avis tu as un peu raison, il s'oppose quand même comme étant communiste et marxiste, il fait un peu ce que... il fait un petit peu il essaie de foutre du social et de la problématique
centrifuge, centripède, quoi, en gros, de la dialectique, là où t'as pas forcément à mettre de dialectique, quoi. La dialectique, quand t'es un vrai matérialiste, c'est pas d'aller réconcilier des contraires que tu as pensé dans ton esprit, c'est tu constates qu'il y a des contradictions dans le réel, et ces contradictions dans le réel, en fait, tu les perçois comme contradictions du point de vue de ta mesure, et tu réenvisages ta mesure, et dans ces cas-là, tu vois que ce qui se posait comme un contraire, en fait, est beaucoup plus cohérent sous l'aspect d'une autre mesure. Et c'est comme ça que tu fais les choses. Sinon, tu peux pas. Enfin, pour moi, sinon tu forces le réel avec des catégories, quoi. Et c'est un peu Lysenko, quoi. Enfin, c'est ça le problème, tu vois. C'est qu'à la fin. Mais alors, Pushkar te dirait le contraire. C'est-à-dire que les paléontologues, peut-être, forcent le réel avec des catégories qui sont des catégories. Mais sous qui quel ont été aspect